Dans l'épisode précédent, vous avez pu voter pour le sujet de votre choix, et le gagnant est, sans grande surprise, Shaolin. Alors, comme vous vous en doutez, c'est un sujet sur lequel il y a énormément de choses à dire, au point que j'ai failli consacrer une mini-série d'épisodes. Cependant, j'ai plutôt choisi de le traiter dans les hors-sujets, quitte à lui consacrer 2 ou 3 épisodes. Quand on nous dit Shaolin, on pense tout de suite à un haut lieu des arts martiaux, mais est-ce vraiment le cas ? Shaolin, c'est avant tout l'histoire d'un mythe, celui de moines guerriers, presque invincibles, capables de prouesses comme marcher sur les murs, résister aux pointes de lance, avoir une force et une souplesse sans égale, etc. etc. En somme, on trouve de très nombreux fantasmes plus ou moins justifiés et plus ou moins entretenus sur les moines de Shaolin, mais c'est un fait indéniable que dans l'imagerie populaire, la notion même de Kung Fu est fondamentalement liée au temple de Shaolin. Quand on parle de Shaolin, ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi la légende de ces moines valeureux qui luttèrent contre la dynastie Qing corrompue. Cette histoire, cette vision du temple et cette légende sont bien entendu entretenues par le cinéma, et on ne compte plus les films, bons ou mauvais, qui traitent de l'histoire du temple. On trouve même certains films se servant de l'image de surhomme des moines pour la transplanter à d'autres disciplines, comme ces deux-là. C'est tellement du n'importe quoi que c'en est drôle. Pour en revenir à notre sujet, face à l'abondance d'histoires et d'a priori sur le temple de Shaolin, on est en droit de se demander, le temple de Shaolin, légende ou réalité ? Alors de mon point de vue, il y a 2 questions à traiter, celle relative à l'histoire mythique du temple, et celle concernant la fameuse légende « Tous les arts martiaux viennent de Shaolin ». Comme vous en doutez, cette vidéo traitera du premier sujet, pour le second je traiterai un petit peu plus tard. Avant de commencer, je ne vais pas vous cacher que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un moyen de traiter efficacement l'histoire du temple. Du coup, je vais diviser la vidéo en 2 parties. Dans la première, je vais simplement relater la légende du temple et ses différentes versions, et dans la seconde, je vais revenir sur certains points, qu'ils soient vrais ou faux. Commençons par le commencement. Notre histoire débute au 6e siècle, lorsqu'un moine indien nommé Dhammo ou Bodhidharma arrive en Chine pour y enseigner le bouddhisme. Ce dernier, qui était le 3e fils du roi Suganda, serait originaire de Kochi, des alentours de Madras ou de Ceylan. Il serait arrivé en Chine après avoir traversé l'Himalaya à plus de 60 ans, et se serait rendu à la cour de l'empereur Wu à la demande de ce dernier. Cependant, l'échange qu'il y eut entre les 2 hommes fut quelque peu agité, l'empereur n'appréciant pas les réponses du moine, et Bodhidharma ne dut sa survie qu'à son statut. Le moine se serait alors dirigé vers le temple de Shaolin, traversant le fleuve sur un simple roseau. Arrivé au temple en 527, il aurait médité durant 9 années consécutives face à un mur, ou selon d'autres, dans une grotte, jusqu'à atteindre l'illumination. Alors je vais vous passer les détails de ce qui se serait passé, notamment le fait qu'il se serait coupé les paupières pour ne pas s'endormir. Quoi qu'il en soit, après ces longues années de méditation, il enseignera aux moines locaux une nouvelle forme de bouddhisme, qui deviendra plus tard le bouddhisme Shan, puis, à son arrivée au Japon, le bouddhisme Zen. Il est aussi dit que face à l'état de grande fébrilité des moines qui restaient assis durant de longues séances de méditation, il leur enseigna tout un ensemble d'exercices géniques et respiratoires dans le but de se fortifier le corps. À partir de là, on trouve 3 théories concernant l'arrivée des arts martiaux dans le temple. Selon la première, c'est Bodhidharma lui-même qui aurait enseigné aux moines un art martial du nom de Shiba Ryu-Hanshu, ou les 18 mains du Luan, pour que ces derniers puissent se défendre face aux bandits. La seconde version de la légende, qui est la plus commune, dit que ce sont les moines qui, au fil du temps, transformèrent les techniques enseignées par Dhammo en une pratique martiale efficace. La troisième version est en rupture complète avec les 2 premières, puisque selon elle, ce serait un moine inconnu qui aurait enseigné ces techniques aux moines du temple de Shaolin après avoir sauvé ces derniers des bandits. Quoi qu'il en soit, selon l'histoire, les moines seraient très vite devenus des combattants chevronnés, craints à l'échelle locale. On peut maintenant diviser l'histoire du temple en 2 temps, la période avant la dynastie Qing et la période pendant et après cette dernière. Pour ce qui est de l'avant-dynastie Qing, bien que la période soit plutôt faste pour le temple, on ne va pas y passer trop de temps et simplement se concentrer sur 2 grands moments. Le premier a lieu au début de la dynastie Tang, et selon l'histoire, les moines auraient aidé et sauvé les 2 premiers empereurs de cette dynastie, les empereurs Guozhou et Li Shiming. Selon les versions, ces actes de bravoure auraient été faits par 11 ou 100 moines, qui auraient permis au temple de Shaolin de bénéficier de nombreux bienfaits. Entre autres, le temple aurait eu l'autorisation de former des moines guerriers, mais il aurait aussi acquis de nombreuses terres. Une autre grande conséquence de ces victoires permises par les moines fut la grande renommée qui agit sur le temple, qui à partir de là attira de nombreuses personnes qui apprirent les arts martiaux. À noter toutefois qu'il aurait s'agi principalement d'élèves triés sur le volet. Le second grand moment eut lieu durant la dynastie Ming. Selon plusieurs histoires, la qualité des arts martiaux pratiqués au sein du temple de Shaolin aurait lentement décru au fil des années, tant et si bien que seule la réputation des moines guerriers protégeait encore le temple et ses environs. C'est l'arrivée d'un jeune moine du nom de Kuo Kyun qui permettra de faire renaître les arts martiaux du Shaolin. Selon la légende, ce dernier recevra l'autorisation de sortir du temple pour retrouver les arts perdus de Shaolin, et il sera aidé dans sa quête par un maître du nom de Li Qiang ainsi que par son élève Bai Yufeng. Ensemble, ces 3 maîtres recréèrent les arts martiaux de Shaolin, qu'ils synthétisèrent au sein d'un système composé de 5 animaux, à savoir le tigre,
la grue, le léopard, le serpent et le dragon. Bien entendu, après cela, les arts martiaux de Shaolin continuèrent d'évoluer, notamment en ajoutant des systèmes issus d'autres animaux comme par exemple le singe ou la menthe religieuse. C'est ainsi que jusqu'à l'avènement de la dynastie Qing, le temple et ses arts martiaux prospérèrent de nouveau. Passons maintenant au dernier gros morceau de la légende, la dynastie Qing ou Qing. Notre histoire reprend avec l'arrivée au pouvoir des Mandchous, venus du nord, en 744. Ces derniers sont assez impopulaires, puisque d'une part ils sont considérés comme illégitimes, ayant gagné le pouvoir par la force, mais surtout parce qu'ils mettent en place une politique ségrégationnaire en faveur des Mandchous, les Han qui jusque-là étaient les ethnies dominantes, n'ayant plus la place qu'ils occupaient jusqu'alors. On nous décrit aussi le régime comme fondamentalement corrompu, et quand on lit les diverses histoires et légendes sur le temple de Shaolin, on s'imaginerait presque les méchants Mandchous, avides de pouvoir et de domination, avec des nez crochus, des petits yeux, en train de comploter dans l'ombre contre le temple. Quoi qu'il en soit, l'histoire nous dit que face à cette situation intolérable, le temple de Shaolin aurait décidé de rejoindre la résistance, qui aurait été organisée par les loyalistes Ming ayant fui vers le sud. Le temple de Shaolin deviendra alors le cœur de la résistance dans le nord. Face à la menace ou du moins la gêne occasionnée par le temple, les empereurs Qing auraient décidé de l'attaquer, selon les cas en 1723, 1736 ou 1764. Durant cette attaque qui aurait été menée par l'empereur Yongzheng, les moines auraient été massacrés, le temple incendié, et il n'y aurait que 5 survivants chargés de faire vivre l'héritage de Shaolin. À ce point du récit, on trouve deux grandes versions. Selon la première, les 5 moines survivants partirent vers le sud et fondèrent la Tien Bien Phu, connue pour être l'ancêtre des triades, et dont le but était de lutter contre la dynastie Qing. Ces maîtres auraient aussi décidé de divulguer les secrets du kung-fu de Shaolin, chacun d'entre eux donnant naissance à l'une des 5 grandes familles des boxes du sud. Selon la seconde version, ces 5 maîtres survivants se rendirent au temple de Shaolin du Fujian ou au temple Shaolin du sud et y enseignèrent les arts martiaux. Ce temple, qui participera lui aussi à la résistance, sera à son tour attaqué par les Qing, qui cette fois auraient été aidés par un ancien moine Shaolin défroqué du nom de Bac Mei. Après ce nouveau massacre des moines et incendie du temple, il n'y aurait eu encore une fois que 5 survivants, et ce seraient eux qui auraient fondé la Tien Bien Phu et fondé les 5 grandes familles de boxe du sud. Et c'est ainsi que se termine la légende du temple de Shaolin. Alors je parle bien ici de la légende du temple et pas de son histoire, puisqu'il aurait été reconstruit, puis redétruit en 1928, lors d'un conflit entre deux seigneurs de guerre, pour n'être reconstruit lentement qu'à partir de 1957, puis de nouveau habité à partir de 1985. Alors, que dire de toute cette histoire ? Eh bien disons-le d'emblée, si cette histoire repose sur certains faits réels, on ne trouve que peu de preuves historiques venant l'attester avant le XXe siècle. Vous vous doutez bien que l'histoire du temple de Shaolin fait débat et qu'il y aurait beaucoup à dire, et je vais simplement revenir sur quelques points qui me semblent importants. Le premier point sur lequel j'aimerais revenir, même s'il sera beaucoup plus développé dans un autre épisode, est le fait qu'il existait des arts martiaux, ou du moins des systèmes martiaux complets en Chine, avant Shaolin. Alors forcément, quand on parle de notre sujet, on a souvent en tête l'image du fait que tous les arts martiaux, ou du moins le kung-fu, viendraient du temple de Shaolin, ou du moins que ce dernier aurait eu un rôle majeur dans leur développement, notamment suite aux événements de la dynastie Tang, de l'apogée sous la dynastie Ming, et de la diffusion par les 5 survivants sous la dynastie Qing. Je ne vais pas détailler tout ce qu'il y aurait à dire ici, mais je vais simplement relever 2 points. D'une part, il existe de manière quasi certaine des pratiques martiales en Chine dès moins 2500. Même si de ce que l'on en sait, ce n'étaient pas des arts martiaux à proprement parler. Autre point qui lui est beaucoup plus intéressant, on trouve des liens entre pratiques martiales et pratiques spirituelles sous les dynasties Han. Et sous cette période, les pratiques martiales semblent avoir été des systèmes complets et plus ou moins structurés, qui auraient donc pu se rapprocher de notre notion d'arts martiaux. Mais laissons ces points pour un prochain épisode. Passons maintenant à un gros morceau avec le cas de Bodhidharma. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un personnage pour le moins énigmatique. Précisons que son existence est parfois remise en cause, et dans ce cas, sa version du bouddhisme serait arrivée plusieurs années plus tard au temple de Shaolin, grâce à un autre moine indien inconnu. Ensuite, s'il a existé, son origine est pour le moins incertaine. Outre le fait que l'on ne trouve pas vraiment de traces du roi Suganda qui aurait été son père, on ne sait absolument pas d'où il vient. La plupart des sources semblent indiquer qu'il viendrait du sud de l'Inde, des environs de Kochi ou de l'actuel Madras, ou alors du Sri Lanka. Cependant, pour d'autres, le moine viendrait en fait d'Asie centrale, et inutile de dire que l'on ne parle jamais de cette version dans les légendes. Avant d'aller plus loin sur le personnage en lui-même, revenons un petit peu sur son périple. Alors au vu de la légende, on a tous l'image d'un vieil homme robuste, traversant seul l'Himalaya, alors qu'il avait plus de 60 ans. Soyons clairs, on ne sait déjà pas s'il a fait ce voyage, mais s'il l'a fait, il y a tout de même plusieurs choses à garder en tête. D'une part, même s'il était moine, il était avant tout le 3e fils d'un roi, et aurait donc pu disposer de certains moyens, d'aide et de ressources. D'autre part, je souhaiterais vous montrer ceci. Le trajet bleu que vous voyez est l'un des principaux axes maritimes de la route de la soie, qui aurait déjà été connu à l'époque. Le moine indien aurait donc pu, tout simplement, prendre cette voie maritime pour ensuite se rendre auprès de l'empereur Wu.
Encore une fois, c'est une possibilité et l'on ne sait pas quel trajet empruntait le moine s'il a existé. Passons donc maintenant à la dernière question. Bodhidharma avait-il pratiqué les arts martiaux ou un quelconque système de combat? Si on admet qu'il était le fils du roi Suganda, c'est très probable, puisque de par ce fait, il appartenait à la caste guerrière. La question qui se pose alors est, quel art martial aurait-il pu étudier? La version la plus commune serait qu'il aurait étudié le Kalaripayat, un art martial indien qui existait à cette époque et existe encore aujourd'hui. De mon point de vue, cela pose quelques problèmes, puisque historiquement, cette discipline est principalement, et je dis bien principalement, limitée au Kerala, et n'était donc selon toute vraisemblance pratiquée ni à Madras, ni au Sri Lanka. En réalité, il semble impossible de savoir quelle discipline aurait vraiment étudié notre moine. Cependant, s'il a existé et étudié un art martial, on peut tout de même faire quelques conjectures. Si on se base sur les arts martiaux qui existaient vraisemblablement à l'époque et existent encore aujourd'hui, il aurait donc pu étudier le Kalaripayat s'il venait des alentours de Kochi, donc du Kerala, le Silamban s'il a vécu dans les alentours de Madras et donc au Tamil Nadu, ou l'Angampora s'il est originaire de Ceylan. A noter que si ces disciplines existaient probablement au 6e siècle, elles étaient selon toute vraisemblance très différentes de ce que l'on connaît aujourd'hui. Il est de plus tout à fait probable que si Bodhidharma a étudié une discipline martiale, soit une discipline qui n'est pas survécue à l'épreuve du temps. Le cas de Bodhidharma étant réglé, passons maintenant au sujet des capacités au combat des moines. Autrement dit, les moines guerriers de Shaolin étaient-ils des combattants surpuissants? Alors je précise que je vais regarder cela d'un point de vue historique, et que je vais me concentrer sur la période d'avant les événements de la dynastie Qing. Quand on lit les diverses histoires sur les moines de Shaolin, on peut avoir l'impression que tous les moines étaient des combattants, ce qui est totalement faux, mais que de plus, les moines guerriers étaient des combattants d'exception, capables de prouesses hors du commun. Bien entendu, la réalité est beaucoup moins simple. Avant tout, bien que les arts martiaux furent vraisemblablement pratiqués dans le temple de Shaolin, il faut remettre les choses dans leur contexte. Durant très longtemps, en Chine, certains temples furent de grands propriétaires terriens qui parfois accumulaient de grandes richesses. Ils avaient donc besoin de protection, et pour ce faire, créaient leurs propres milices qu'ils entraînaient et équipaient. Fait important concernant ces milices, ces dernières pouvaient être recrutées de gré ou de force au sein des armées impériales. Vous verrez, c'est assez important pour la suite. Se pose alors la question de l'expertise des moines dans toute forme de combat. Au vu de ce qu'étaient ces milices, et du fait qu'elles puissent être recrutées au sein de l'armée régulière, il semblerait que l'essentiel de leur entraînement résidait principalement dans l'étude de techniques d'armes et non du poing, mais aussi dans l'étude de mouvements de troupes comme la marche, les formations, etc. On est donc assez loin de l'image que l'on se fait des moines de Shaolin. Cependant, tout ne semble pas acheté puisqu'une partie de la légende serait plus ou moins vraie. En effet, la partie de l'histoire voulant que les moines furent des experts du combat au bâton semble plus ou moins véridique. Cependant, encore une fois, on trouve deux théories contradictoires concernant l'état des lieux de cette expertise au XVIe siècle. Selon la première, un général du nom de Yu Daiyu se serait rendu au temple, attiré par la prétendue expertise des moines concernant le combat au bâton, mais se serait rendu compte que les mouvements pratiqués par l'ordre monastique étaient complètement vides de sens. Le général aurait alors aidé les moines à retrouver leurs aptitudes au combat avec cette arme. Selon la seconde théorie, qui se déroule à la même époque, un général du nom de Qi Digong se serait rendu au temple en 1561 et aurait été suffisamment impressionné par les techniques des moines dans le maniement du bâton pour les intégrer au sein de l'armée. A noter toutefois que l'existence de ce second général est parfois remise en cause. Au final, ce que l'on peut retenir de tout ça est que, bien que des arts martiaux furent pratiqués au sein du temple de Shaolin, les moines étaient plus proches de troupes de réserve ou de gendarmerie que de troupes d'élite comme on pourrait se l'imaginer. J'aimerais maintenant aborder un dernier point qui est celui de la résistance face à la dynastie Qing. Alors je sais qu'on a tous en tête l'image des moines du temple de Shaolin combattant les méchants corrompus de la dynastie Qing, mais les choses sont un petit peu plus nuancées. Alors tout d'abord, on peut se demander de quel temple on parle, car oui, il existait plusieurs temples portant le nom de Shaolin, et au moment de l'attaque sous la dynastie Qing, il y aurait eu environ 7 temples portant ce nom, et l'on ne sait pas avec précision si l'on pratiquait les arts martiaux dans chacun d'entre eux. Il semble cependant que les principaux temples dont parle cette histoire furent les temples du Henan, c'est-à-dire celui où Bodhidharma est allé, et celui de Fujian, dit temple Shaolin du Sud, qui aurait été construit en 756, mais dont l'existence est parfois remise en cause du fait qu'on n'ait pas retrouvé de ruines de ce temple. Pour justifier ce fait, certains avancent qu'un autre temple aurait été construit sur les ruines du temple Shaolin du Sud. Pour ce qui est maintenant de l'opposition en elle-même face à la dynastie Qing, les choses sont assez nuancées. Tout d'abord, précisons-le, on ne sait pas si le temple de Shaolin a joué un rôle dans la résistance et quel rôle il aurait joué. On ne peut donc que spéculer sur le rôle réel du temple, soutien logistique, formation des rebelles, participation active au complot, etc. etc. Un point qui semble vraisemblable serait que le temple ait fait usage de son droit d'asile pour recueillir et protéger des partisans de la dynastie Ming chassés par les Qing. Cependant, ce n'est pas un cas isolé et d'autres temples semblent avoir fait de même.
Ensuite, si on admet que le temple ait bien participé activement à la résistance face à la dynastie Qing, il semble que son opposition à la dynastie Qing ne dura qu'un temps. Pour appuyer cela, on peut citer le fait que si le temple fut attaqué, il fut assez vite reconstruit, et d'autre part, quelques années après sa reconstruction, les moines auraient accueilli l'empereur Qianlong durant 3 jours. Il est d'ailleurs dit que l'empereur fut si reconnaissant qu'il offrit aux moines une calligraphie qui sera reproduite sur du bois et qui orne encore aujourd'hui l'entrée du temple. Il semble donc assez injuste de penser que le temple de Shaolin fut durant longtemps un farouche opposant de la dynastie Qing. Parlons enfin de l'attaque du temple. Avant toute chose, il faut dire que l'attaque du temple de Shaolin ne fut pas un acte isolé et plusieurs autres temples furent attaqués durant la même période. Il semble d'ailleurs que le temple Shaolin du Henan ne fut pas le premier temple attaqué, ce qui pourrait remettre en cause son importance dans la rébellion. À ce titre, la levée du tabou d'attaquer les temples sera faite par l'empereur Kangxi, mais le temple de Shaolin ne sera attaqué que plusieurs années plus tard, sous le règne de son successeur, l'empereur Yongzhang. Cette attaque du temple de Shaolin soulève de plus une autre question, celle de la raison qui l'a poussée. Si la légende se base sur l'implication du temple de Shaolin dans la rébellion, il semblerait en fait que ce qui a poussé les empereurs Qing à attaquer les temples serait d'éviter toute force militaire indépendante dans le pays qui à terme pourrait s'avérer être une menace. Il est alors logique que les temples disposant de leur propre armée fussent attaqués. Un autre point vient lui minimiser l'importance de l'attaque du temple de Shaolin, puisqu'il semble, au vu des recherches, que ce dernier ne fut pas incendié et très peu touché. Et pour ce qui est finalement des 5 survivants, non, juste non. Même les personnes qui admettent la légende du temple de Shaolin comme une réalité, admettent aussi que ces 5 survivants sont simplement un mythe. Alors il y aurait encore pas mal à dire sur l'histoire restante du temple, par exemple sur le fait que les diverses troupes de moines qui font des tournées à travers le monde, ce ne sont pas des moines, et qu'il aurait été ou non instrumentalisé par le pouvoir pour devenir le symbole qui est aujourd'hui, mais cet épisode a duré bien assez longtemps. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, je vous mets les liens vers les réseaux sociaux, le site, l'abonnement, enfin vous avez l'habitude. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, c'est important que ce soit pour le magazine ou pour les 9e Q. Comme pour la fois précédente, je vous mets 3 sujets pour lesquels vous pouvez voter dans les commentaires. Et à bientôt. Sur ce, n'oubliez pas que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, laisser un commentaire et surtout la partager. Et moi je vous dis à bientôt.